Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième webinaire numérique de la CPME Nouvelle-Aquitaine. Je valorise mon activité et j'améliore mon organisation grâce aux bons outils digitaux. Un webinaire qui est dédié plus particulièrement à un public artisan. Je suis Meryl Boots, chef de projet à la CPME Nouvelle-Aquitaine et la CPME Gironde. Et j'ai tout un plateau d'invités aujourd'hui que je vais vous présenter très rapidement. Mais tout d'abord, on va faire comme d'habitude un petit rappel de la plateforme. Vous avez comme d'habitude le chat pour vous saluer, vous dire bonjour, nous dire si jamais vous ne nous entendez pas, s'il y a un problème d'image ou quoi que ce soit. Et bien sûr, toutes vos questions devront être posées dans l'onglet questions. Donc l'onglet questions est en bas, juste à gauche de l'onglet chat. Posez vos questions ici, ça nous permet, nous, de pouvoir les organiser par ordre d'importance, puisque vous avez un petit triangle, une fois qu'une question a été posée, qui s'affiche juste à côté, et vous pouvez donc voter pour les questions qui vous intéressent. Ça nous permet, nous, de trier les questions par ordre d'intérêt. Donc voilà pour les petits fonctionnements techniques. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire organisé par la CPME Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Et je suis en compagnie, alors je vais prendre dans l'ordre d'affichage sur mon écran, donc de Frédéric Libaud, qui est expert en numérique, fondateur de Numix et administrateur de Sinov Numérique, donc le syndicat des TPE-PME du numérique. Frédéric va du coup vous parler plutôt du contexte d'une transformation numérique réussie, les bonnes et les mauvaises pratiques, et puis passer en revue les différents outils digitaux que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise. Donc ensuite, il y a Bernard Fournier, qui est consultant partenaire chez Ready for Digital, et qui accompagne notamment les adhérents de la FFB, donc Fédération Française du Bâtiment, dans leur transformation digitale. Donc Bernard fera un petit focus sur les entreprises du bâtiment et les aides notamment à l'accompagnement numérique que propose la FFB. Il y a Stéphane Cortada, chef d'entreprise chez C3S Conception, agence de maîtrise d'œuvre en bâtiment, et par ailleurs président de notre CPME Dordogne. Et enfin, une femme, la parité n'est pas tout à fait respectée aujourd'hui, mais on essaye. Donc, Patricia Letertre, consultante et directrice de l'agence PLT Conseil, qui est affiliée Sowing et qui est adhérente à la CPME Gironde. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric qui va démarrer cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. On prendra un temps pour y répondre entre l'intervention de chaque intervenant et puis il y aura un temps également tout à la fin. Alors, je vais juste remettre ça au début. Hop. Et Frédéric, je te laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Alors, la transformation numérique dans une TPE, PME, d'autant plus une structure de petite taille, doit prendre fortement en compte le contexte entrepreneurial, le contexte de l'entreprise, donc le projet, l'activité économique. Donc, ça passe par la définition du besoin, ça c'est extrêmement important. Pour pouvoir définir un certain nombre d'éléments ensuite, et puis le dimensionnement aussi de l'entreprise. On ne va pas avoir les mêmes besoins en fonction que l'on a des collaborateurs ou pas, qu'on travaille chez soi ou dans des locaux extérieurs. L'organisation, l'orchestration de tout ça est très importante. Donc, naturellement, il s'agit d'avoir des fondations solides, comme pour une maison. Ça va parler pour les gens du bâtiment. Et le socle technique de base est extrêmement important. Donc, ça veut dire tous les moyens physiques, réseau, informatique, etc. Le budget, très souvent, est négligé. En fait, c'est une erreur fondamentale. Il faut absolument définir son budget numérique, c'est-à-dire tant en termes d'achat d'équipement ou location, que sur la partie logicielle, donc les licences. Parce qu'une licence, c'est pas forcément gratuit. Et puis, il y a toute la partie service aussi, maintenance, hébergement Internet, etc. Donc, c'est un moyen aussi de faire des économies et c'est un moyen aussi d'acheter plus intelligemment.
Et ça, c'est extrêmement important, dans le sens où une entreprise ne peut pas se permettre de changer son parc informatique tous les 6 mois, 1 an, ou voire un peu plus. Et il faut pouvoir le faire durer, notamment dans le cadre des politiques aujourd'hui qui sont mises en place de développement durable. Aujourd'hui, dans certaines structures, on arrive à faire tenir les équipements plus de 7 ans. Donc ça peut être intéressant. Donc ça, c'est pour les grands principes. Première étape importante, structurer, c'est-à-dire documenter, dans le sens où votre système d'information au global, vous allez devoir le gérer de la même manière que tout autre sujet, toute autre thématique. Donc définir aussi des process, les documenter, ça c'est extrêmement important, parce qu'on va pouvoir derrière définir un certain nombre de choses, et notamment revenir sur le besoin. Et l'organisation. Donc, pour une petite structure, ça paraît un petit peu décalé par rapport aux grandes. En fait, non, c'est faux, puisqu'on peut avoir le même type de fonctionnement, mais adapté, en documentant. Il s'agit de faire un document, par exemple, qui définit, ben voilà, on se connecte, on utilise Internet et le paramétrage, etc. Donc, j'y reviendrai. Le poste de travail, là c'est le plus important. Le poste de travail, aujourd'hui, on utilise du matériel numérique, poste de travail fixe ou portable. Et c'est quelque chose qu'il va falloir bien choisir en termes d'équipement, de marque et d'achat forcément. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Meryl, mais il est extrêmement important de ne pas se précipiter au niveau de l'achat. Donc, de ne pas aller, par exemple, chez le distributeur grande surface dans sa zone géographique, et plutôt de se renseigner naturellement sur les marques qui ont une certaine valeur ajoutée. J'en citerai pas ici, mais il y a quand même des préférences. L'équipement réseau, c'est extrêmement important. Parce que quand on a notamment des locaux, le câblage, c'est une chose, mais il y a aussi toute la partie équipement, donc répartition, etc. Et là, il en faut parfois. Et quand on est dans une entreprise et qu'on fonctionne par exemple avec du réseau Wi-Fi, on pourra rencontrer des difficultés en termes de sécurité, mais aussi en termes de qualité. Donc il est extrêmement important d'avoir quelque chose qui soit bien structuré. J'en reviens au principe des bonnes fondations. Le fait d'avoir une installation réseau correcte permet d'avoir une qualité au travail qui est pertinente. La mobilité, un ouvrier ne travaille pas sans de bons outils, eh bien un utilisateur d'outils numériques ne travaillera pas correctement sans les bons outils. Donc en termes de mobilité, avoir un équipement portable qui fonctionne, téléphonie, smartphone, tablette, naturellement, bien configuré, bien paramétré. Donc en termes de choix, les gammes, les marques sont aujourd'hui connues, notamment sur les écosystèmes. Vous avez deux, trois grands écosystèmes connus, notamment sur la mobilité. Donc du coup, le choix est relativement simple. J'attire votre attention sur le fait que tous ces équipements doivent être maintenus en conditions opérationnelles. C'est quelque chose de très important pour pouvoir faire durer l'usage et avoir un usage qui soit pertinent sans dysfonctionnement au quotidien pour l'utilisateur. On en parle peu généralement, mais en fait, on peut avoir besoin, et notamment dans les entreprises de bâtiment, de moyens de calcul. Alors aujourd'hui, il existe des solutions assez intéressantes qu'on peut avoir à l'achat, donc des stations, qui restent quand même relativement coûteuses. C'est un peu élevé en termes de prix. Par contre, il est possible d'avoir des solutions de calcul déportées, qui vont être louées. Et là, du coup, pour faire de la simulation, de la conception du plan, on peut avoir des choses intéressantes en fonction de qui vont être utilisées en fonction de ses besoins de façon ponctuelle plus ou moins. Donc, au niveau des solutions, aujourd'hui, dans les petites structures, on va utiliser beaucoup de bureautique, Office, Microsoft Office, le fameux Microsoft Office. Il faut savoir qu'il existe des alternatives qui fonctionnent, qui sont opérationnelles et qui sont hors coût de licence. Tout dépend du choix d'intégration que vous allez avoir à faire et des besoins. Le facteur important, c'est l'usage. Et sur une suite bureautique, on a généralement un usage qui se tourne
qui est au niveau de 10 à 20%. Donc, il peut être intéressant d'orienter son choix sur de la bureautique open source, parce que du coup, on diminue le coût de licence. Et on sait pertinemment que dans les petites structures, les budgets informatiques, quand ils sont définis, ils sont très limités. Et pour cause. Autre point important en termes d'outillage sur les solutions, la CRM. Donc la CRM, c'est la gestion de la relation client. En anglais, CRM veut dire Customer Relation Management. Donc ce sont les outils de gestion de la relation client. C'est un point important parce que généralement, aujourd'hui, dans les entreprises, on va être encore à faire des factures sous Word ou Excel, à faire des devis avec les mêmes outils, etc. Et cela représente un risque sur les données en termes de doublons, de pertes et autres fioritures. Donc, du coup, il peut être intéressant de mettre en place ce type d'outillage. Là aussi, on va avoir des solutions propriétaires, donc ce qu'on appelle dans le jargon technique du on-premise, sous licence, qui pourra être hébergé en interne, qui pourra être utilisé en mode SaaS, donc Software as Service. Donc le SaaS, c'est la technologie de mettre à disposition sur un serveur une instance pour une entreprise avec ses utilisateurs. Et du coup, généralement, on paie au mois ou au trimestre, au semestre ou à l'année. Et pour quelques euros par utilisateur, on va avoir une solution complète qui sera éventuellement paramétrée. La PGI, logiciel de gestion intégré, c'est une solution qui va permettre de gérer l'ensemble des activités de l'entreprise de façon très transverse. On va pouvoir gérer tout le processus de vente, tout le processus d'achat. Éventuellement, on va pouvoir gérer d'autres domaines d'activité, comme les stocks, la production en mode projet éventuellement. On va pouvoir gérer aussi du support. On va pouvoir gérer l'aspect RH, donc les paies, les congés et autres. Un logiciel de gestion intégré va couvrir à peu près 80% des besoins d'une structure. En fonction de l'organisation, on aura besoin éventuellement de pouvoir customiser ou adapter la solution. Donc, ça permet d'investir dans du développement spécifique parce que faire du développement sur une solution complète pour une entreprise, c'est relativement coûteux, donc inabordable sur le principe pour une TPA. Et là, justement, en ayant une solution standardisée, ça permet de dégager du budget pour pouvoir faire du spécifique après derrière sur vraiment le domaine précis que l'on souhaite. Les solutions SaaS et Cloud sont intéressantes, par exemple, pour des domaines qui sont complémentaires. Je pense à la paie, par exemple. Dans une petite structure, on n'a pas besoin d'avoir un très gros logiciel de paie. On a besoin de pouvoir éditer de façon paramétrée des paies, sous éventuellement le contrôle de l'expert comptable. Donc, du coup, on pourra utiliser une solution de type SaaS parce que ça sera moins coûteux en termes de moyens techniques à mettre en place et en termes de coûts de service, puisqu'on paie un forfait tous les mois pour un ou quelques utilisateurs. Les solutions SaaS et Cloud sont sur le principe du même acabit. La différence, elle est simplement dans le mode de commercialisation. Quand on parle de SaaS, on parle de solutions Cloud, puisqu'on parle de solutions qui sont sur le web. Alors, je ne vais pas trop m'éterniser sur le sujet visibilité parce que ma consoeur qui va suivre va en parler. Et il est très important d'avoir une stratégie globale sur l'aspect site internet, e-commerce, présence sur les réseaux sociaux et communauté de clients ou communauté d'usagers en fonction des besoins. Les points de vigilance, on en a parlé notamment avec Meryl. Vous allez avoir un événement, je crois, dans quelques semaines sur le sujet, mais quelques mois. Ce sera au mois de juin. Voilà. Le point de vigilance sur lequel j'attire fortement votre attention, ce sont les risques liés à l'usage numérique. On n'y pense pas ou peu, mais un des problèmes qu'on rencontre souvent dans les structures, c'est la sauvegarde des données. C'est extrêmement important parce que c'est un outil. La sauvegarde, c'est un outil de résilience pour vos structures.
et ça peut vous sauver la mise en cas de gros problèmes, notamment de gros problèmes de malveillance. Je pense aux rançons logicielles, aux attaques diverses et variées et autres escroqueries du quotidien. La protection, on y pense peu, mais protéger ses équipements numériques et notamment ses serveurs quand on en a, ou ses NAS. Donc un NAS est un serveur de fichiers qui peut éventuellement avoir quelques fonctionnalités supplémentaires pour, par exemple, utiliser une application. Tous ces équipements-là, on les protège avec des onduleurs, notamment en zone rurale, quand on a, je dirais, des problématiques électriques. C'est extrêmement important d'y penser dès le départ parce que en fait un serveur à 1500, 2000, 3000 euros, c'est pas un budget anodin. Le voir cramer, pour dire bêtement, à cause d'un problème électrique et devoir le remplacer, ça peut faire mal. Autre aspect non des moindres, juridique, quand vous travaillez notamment en B2C, le RGPD aujourd'hui s'applique à vous et il faut y prêter attention. Donc dans vos process, dans votre organisation, il faut mettre en place ce qu'il est nécessaire pour pouvoir couvrir ce risque-là. C'est pas non plus quelque chose de très contraignant. Et il faut bien comprendre que ça peut être aussi une valeur ajoutée, un atout supplémentaire. Alors, ça peut paraître fastidieux de le dire comme ça, mais en fait, une entreprise qui va, d'un point de vue outil numérique, et quand elle travaille notamment en B2C, être conforme au RGPD, va pouvoir utiliser cet argument-là en termes de relations clients sur le sujet numérique. C'est un atout supplémentaire. Finalement, sur le sujet numérique, déjà appliquer le bon sens. Mettre en place de l'accompagnement et notamment au travers de professionnels qui vont pouvoir vous aider sur le sujet des réseaux sociaux, sur le sujet de la présence sur Internet et puis aussi sur l'aspect mise en place, évolution du SI. En fonction de la structure, on va avoir des étapes. Et le principe du petit pas est certainement plus adapté que de vouloir changer tout du jour au lendemain. Sur les équipements, en termes d'achat, les fournisseurs aujourd'hui proposent des choses qui sont intéressantes et notamment des extensions de garantie. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et puis échanger aussi avec vos pairs, c'est pas anodin parce que en fait ça va être un atout parce que vous allez pouvoir notamment sur la recherche d'un prestataire d'accompagnement technique, trouver à proximité. C'est ce que je préconise parce que tout simplement le fait est que comment dire, aller chercher un prestataire qui est à l'autre bout de la France, ça peut avoir un atout, ça peut avoir un avantage, mais ça peut aussi compliquer fortement la relation. Avoir un prestataire de proximité, ça a la possibilité d'apporter un certain nombre d'intérêts en termes relationnels, de faciliter un certain nombre de choses. Donc voilà. Alors, je crois que j'ai fini sur ma présentation. S'il y a des questions, oui, j'ai fini. Alors, il y a eu une question dans le chat par rapport justement aux outils numériques, quand on a des PC au bureau, des téléphones portables, des tablettes sur le chantier. Est-ce que la synchronisation de tous ces outils, elle est obligatoire? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est déconseillée? Voilà. Est-ce que Frédéric, vous avez des conseils là-dessus? Alors, la synchronisation, en fait, ça va dépendre des besoins. Il faut vraiment partir du besoin. Ça, c'est le point important. Si vous avez besoin, par exemple, sur le chantier, d'avoir accès au plan d'un dossier client, forcément, alors soit vous le faites à la volée avant de partir sur le chantier, soit vous le faites en continu, de façon régulière. Et justement, avec un professionnel de proximité, un professionnel technique qui vous accompagne, vous allez pouvoir mettre en place ce type de process et de façon sécurisée. Ça, c'est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, certains services cloud, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui sont d'origine américaine, les données sont accessibles sans contrôle du juge par des entités tierces. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont peut-être un petit peu fastidieux comme ça, mais qui sont importants. Donc la synchronisation, en fonction de votre besoin, il faut l'adapter.
Donc, soit en continu, soit de façon ponctuelle, à la volée, mais avec des process qui sont définis de façon simple. J'ai oublié une chose, un point important en termes d'usage, quand vous avez des collaborateurs, mettre en place une charte numérique, ça, c'est l'outil administratif qui peut être utile et qui évite un certain nombre d'abus quant à l'usage des outils numériques de l'entreprise par les collaborateurs, notamment, mais pas que. Et donc, par exemple, une telle charte, qu'est-ce qu'elle inclut La charte, en fait, permet de cadrer l'usage de l'outil numérique au sein de l'entreprise pour les collaborateurs, et notamment tout ce qui est accès, usage personnel à la messagerie personnelle, utilisation d'Internet à titre personnel, etc. On a eu des cas, et notamment dans les grandes structures, où l'utilisation d'Internet était faite à des fins non autorisées par la loi et d'autant plus susceptible d'être condamné d'un point de vue pénal. D'accord, donc bien se protéger quand on met à disposition. Donc ça, j'imagine, ça concerne surtout les téléphones portables, les tablettes, les outils. Tous les équipements et tous les services. Du coup, il y a un exemple très concret, c'est que il y a eu comme ça un chef d'entreprise, une PME, qui s'est retrouvé au commissariat à 6 heures du matin parce qu'un des collaborateurs avait téléchargé sur son ordinateur des images pédopornographiques. Donc ça date d'il y a quelques années, mais il y a vraiment besoin de rappeler régulièrement que ce type d'outil est nécessaire. Ok, merci Frédéric. Et en effet, comme vous le disiez, on aura un webinaire vraiment dédié sur la cybersécurité et sur la protection des données, donc le 21 juin. Alors, il y a une autre question plutôt pratique. Est-ce qu'il sera possible de revoir et de réécouter ce webinaire? Oui. Tous les inscrits, de toute façon, reçoivent dans leur boîte mail directement après le webinaire le lien pour regarder le replay. Et nous, on le met en ligne sur le YouTube de la CPME Gironde que vous pouvez retrouver en principe 24 heures après le webinaire. Donc, il sera possible de le réécouter et le support pourra également être envoyé à tous les inscrits. Donc, on n'a pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas à en poser au fur et à mesure. Mais donc, dans ce cas-là, je vais laisser la parole à Patricia pour continuer sur le volet un petit peu plus communication digitale. Comment devenir un peu un artisan 3.0, je crois que c'est le terme qui est utilisé à présent. Ok, bonjour à tous. La première chose, c'est d'être présent sur Internet. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Donc, la présence minimale, c'est quand même d'être présent sur ce que moi j'appelle les annuaires, les choses de base. Donc, ça va être d'abord la page Google My Business. Donc, la page Google My Business, je vous en montre un exemple sur la slide suivante. Voilà. Si on prend par exemple cet artisan chocolatier, c'est l'exemple de sa Google My Business. Donc, une Google My Business, c'est en fait une page Internet. Soit vous la créez, soit c'est Google qui vous la crée automatiquement. Si il y a pas mal de recherches autour de vous, de votre boutique, de votre magasin, ça c'est surtout pour les entreprises, les artisans qui ont des pignons sur rue, mais Google, en fonction des demandes, peut la créer automatiquement. Donc, c'est important quand même de reprendre la main sur cette page, parce que vous allez mettre vos propres photos, vos propres logos, vous allez mettre vos horaires d'ouverture, vous allez pouvoir faire comprendre votre type d'activité. Ça, aujourd'hui, c'est totalement gratuit. Vous pouvez récupérer votre page quand vous le souhaitez, quand vous le voulez. C'est ce qu'on appelle une sorte d'annuaire que Google détermine. C'est important aussi parce que c'est lié avec tout ce qui est Google Maps. Donc ça, c'est comment on peut vous trouver. Donc pareil, si vous avez un magasin, un showroom, un endroit où on peut venir vous voir, etc., en tant qu'artisan, c'est hyper important de pouvoir taper et avoir tout de suite l'itinéraire. Comment on vient chez vous? C'est une bonne chose. Après, il y a d'autres annuaires en ligne qui sont les pages jaunes, par exemple. Vous pouvez gratuitement être présent sur les pages jaunes. Parce qu'eux, ils démarchent. Ils font plein de choses payantes. Mais il y a aussi la formule de base qui est gratuite. Donc, c'est vrai que ça prend du temps de s'inscrire dans tous ces annuaires. Mais c'est important quand même de le faire. Donc, ça peut être aussi sur Foursquare, sur Hotspot. Ça peut être sur Waze aussi. On puisse vous trouver, c'est-à-dire que quand on tape, on sait qu'on est à côté de telle entité, etc. Vous apparaîtrez. Quand on tapera votre nom, vous apparaîtrez. Vous n'êtes pas
Vous n'êtes pas inconnu. Donc ça, c'est ultra important. Sachez aussi que si vous faites partie par exemple, de la CPME, si vous faites partie dans des chambres de commerce, si vous faites partie d'un club d'entreprise, il est hyper important de bien donner vos infos parce que sachez que ces gens-là, eux, ont des sortes d'annuaires et ils sont présents. Et du coup, ça ne fait que ça augmente votre visibilité. C'est-à-dire que si vous avez bien rempli votre fiche, etc., quand on tapera, on retombera peut-être sur le site de la CPME qui parlera de votre activité. Et ça rassurera les clients. Donc déjà, ça, c'est la base. Ce qu'on appelle la présence de base, la présence annuaire. Donc, à ne pas négliger. Et ça a un coût vraiment très faible. Alors, si c'est trop compliqué parce que vous n'avez pas le temps, vous êtes une trop petite structure, etc., sachez qu'il existe des organismes, il y a des entreprises qui sont développées, comme l'entreprise Partout, qui, elle, partout, voilà, PART2O, et qui, elle, va vous mettre dans tous les annuaires automatiquement, c'est payant. Il y a des agences web qui le font aussi à votre place, parce qu'ils vont plus vite que vous, ils ont l'habitude. Mais sachez que c'est des choses que vous pouvez faire que vous pouvez faire vous-même. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est le site Internet. J'ai dû aller trop vite. Hop. Donc, les sites Internet. Donc là, au niveau des sites Internet, il y a différents types de sites Internet. Pareil, il faut vraiment définir votre besoin à la base. Est-ce que vous voulez juste un site vitrine, c'est-à-dire montrer et expliquer ce que vous savez faire et mettre des photos de vos réalisations? Donc ça, c'est une bonne chose. Est-ce que vous voulez un site catalogue? C'est-à-dire vous êtes artisan, vous vendez des choses très précises. Vous voulez un site catalogue, c'est-à-dire qu'on voit tout ce que vous êtes en capacité de faire, mais il n'y a pas de prix. Peut-être, ou il y a des prix comme vous le souhaitez. Par contre, on ne va pas jusqu'à la vente en ligne. Vous présentez votre activité, ce qu'on appelle le site catalogue. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le site e-commerce, bien sûr, mais je crois que vous avez eu un webinaire là-dessus. Donc, le site e-commerce, là, il y a un tunnel de vente et il y a un tunnel de commande et on va jusqu'à la vente. Alors que dans le site catalogue, au lieu d'arriver à la vente, vous allez tomber sur un formulaire où vous allez faire une demande de devis ou une demande de mise en contact pour échanger avec la personne. Donc ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous aurez déterminé en amont. Quels sont vos objectifs, quels sont vos besoins, etc. Après, en termes de site, c'est pareil, il y a tous les prix. Il faut vraiment bien définir son besoin. Les prix, ça va du simple au quadruple. Ça va dépendre de vos exigences ensuite, etc. Mais vous avez eu un webinaire là-dessus, donc on passe. Tout à fait, voilà, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en replay si vous ne l'avez pas vu et qui rentre vraiment dans le détail de comment mettre en place un site e-commerce, voilà, toutes les infos nécessaires. Voilà. Donc là, je vous donne un exemple d'un site. C'est un artisan qui s'occupe qui fait du BTP et du terrassement, de l'assainissement, etc. Donc c'est un site qui n'est pas très très important, mais il y a quelques pages. Il y a ses activités principales, ça suffisait, c'est ce qu'il souhaitait. Juste un site vitrine. Ensuite, autre élément important, les réseaux sociaux. Donc, c'est pareil, les réseaux sociaux, faut vraiment déterminer vos objectifs. Pourquoi vous voulez être sur les réseaux sociaux? Sachez que vaut mieux être sur peu de réseaux, mais bien le faire, que d'être sur plein de réseaux et de pas vraiment d'apparaître un peu partout, mais de ne pas animer votre communauté ou vos pages. Ça sert strictement à rien. Vaut mieux être performant. Vous dites par exemple, moi je fais que du B2B, voilà, ça va être du LinkedIn. Vous êtes sur du B2C, on va faire par exemple ou de l'Instagram ou du Facebook ou les deux. Donc ça c'est hyper important. Sachez que vous pouvez très facilement dupliquer ce que vous avez sur Facebook et sur Instagram. Il y a des outils gratuits qui sont directement à partir de votre page, qui sont mis à disposition par Facebook et Instagram. Et vous pouvez même programmer vos posts. Ce qui est très important de faire, c'est de bien réfléchir à ce dont vous allez parler. Si c'est juste de temps en temps dire « Ah bah tiens, je suis là, je le mets, c'est rigolo, etc. » Ça vous générera pas de nouvelles clientèles. Si vous voulez présenter votre offre, interagir avec votre communauté et tenter d'avoir des clients potentiels, il faut vraiment que vous montriez ce que vous savez faire, vos chantiers du moment, vos réalisations du moment, et puis que vous programmiez sur la durée. Si vous avez, par exemple, 10 activités possibles, faut que vos posts alternent régulièrement pour que les gens disent « Ah, tiens, ils font aussi ça ». Et ça, c'est intéressant. Et là, si vous alimentez bien ça, vous aurez matière à trouver des clients potentiels. Des gens vous contacteront en disant « que je peux avoir un devis pour ci, pour ça, etc. » Ça marche très bien sur Facebook et Instagram. Ensuite,
je vous ai mis aussi YouTube, parce que les vidéos, il ne faut pas les négliger non plus. Par exemple, moi, je travaille avec un chanteur et qui, lui, voilà, tout est sur YouTube. On fait toute sa communication sur YouTube. Voilà, il se fait connaître comme ça. Il est local, il n'est pas connu au niveau international, mais il fonctionne très bien, il développe bien son activité. Voilà, donc après, je vous ai mis en exemple, par exemple, ici. Là, non, c'était juste avant. Je suis à l'envers, en fait, je suis désolée. Hop. Là, par exemple, vous avez les réseaux sociaux de la même entreprise dont on parlait, DFTP Travaux Publics. Et en fait, eux, ils alimentent en fait leur Facebook et leur Instagram une fois par semaine sur un sujet différent. On fait du avant-après, parfois on fait une petite vidéo, parfois on fait un texte. On présente à chaque fois leur chantier du moment ou les choses nouvelles qu'ils mettent en place, etc. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, ils sont ravis parce qu'ils ont quand même des demandes de devis régulièrement via les réseaux. Donc, à ne pas négliger, mais par contre, c'est tenu chaque semaine, il y a un post. C'est pas, on ne fait pas 5 posts parce qu'on a le temps cette semaine-là et aucun post la semaine d'après. Il faut qu'il y ait de la régularité. Donc ça, après, vous pouvez le faire vous-même ou vous pouvez bien évidemment le déléguer. Ça, c'est comme tout. Ensuite, on a de l'emailing. Donc ça, c'est important aussi parce que tous, normalement, vous avez une base de clientèle, une base de données avec vos clients et les mails de vos clients. Donc, ça peut être intéressant de faire de l'emailing. Alors ça, vous pouvez le faire pareil avec des outils. Alors, je vous recommande de ne pas le faire directement depuis votre propre boîte mail. L'idéal, sauf si vous en avez que 5 ou 10 ou 20, mais si vous voulez faire un peu de volume, je vous engage à le faire par des outils externes comme Sendinblue, comme Mailjet, comme Vega Service. Enfin, il y en a pléthore. Si vous le faites très régulièrement, vous pourrez avoir un compte payant. Sinon, il y a des comptes gratuits. Si vous le faites que de temps en temps, si vous dites par exemple, je veux toucher mes propres clients 2 fois dans l'année, ce n'est pas un souci. Avec un compte gratuit, ça suffira. L'intérêt de passer par ces plateformes, c'est que déjà, vous serez, comme disait mon collègue Frédéric avant, vous serez impeccable au niveau de la RGPD, c'est-à-dire que si les gens veulent se désinscrire, ils pourront le faire, on ne pourra rien vous reprocher. Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que vous n'allez pas polluer votre boîte mail. On ne va pas considérer que votre boîte mail fait de l'envoi en nombre. Donc, du coup, votre boîte mail, votre boîte mail personnelle, enfin professionnelle, mais en elle-même ne sera pas polluée. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc là, c'est pareil, vous pouvez aussi travailler sur faire de l'emailing en grand nombre. Vous pouvez aussi acheter des bases de données et utiliser ces outils-là pour envoyer depuis la base de données. Ensuite, ça, c'est hyper intéressant. Donc, je vous mets un exemple derrière, là. Pour l'artisan chocolatier dont je vous parlais tout à l'heure, avant les fêtes de fin d'année, on a fait un emailing. Il avait déterminé une cible particulière qui était toutes les professions libérales. Donc, on a ciblé ces gens-là sur une zone géographique donnée et on a envoyé un emailing pour présenter les produits pour Noël. Voilà un exemple d'emailing. Après, on peut faire ce qu'on appelle du marketing automation. Alors là, c'est encore un peu plus compliqué. On peut faire des envois réguliers toutes les 3 semaines sur des sujets différents auprès de la même cible pour se faire connaître. C'est un moyen de se développer. Ensuite, on a ce qui se développe pas mal actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes ou d'agences qui font de la communication, du marketing externalisé. En fait, c'est comme si vous aviez… Donc, soit vous faites tout vous-même, soit vous avez un salarié, mais quand on est une petite structure, on n'a pas de la matière à avoir un responsable communication ou marketing en permanence, c'est trop cher, c'est compliqué. Soit vous faites travailler une agence ponctuellement, mais parfois ça peut être un peu cher. Et après, ce qui manque, c'est souvent, ce que les gens reprochent, c'est de dire ils n'ont pas vraiment la culture de l'entreprise. Donc, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui fait de la communication, du marketing externalisé, c'est-à-dire qu'il va venir en entreprise pour un temps donné, 1 fois par mois, 2 jours par mois, ou selon les besoins, pour un projet donné, et qui va vraiment s'imprégner de vos besoins et de votre entreprise, et qui va rentrer dans l'entreprise, mais sans lettres. Et du coup, vous n'aurez pas, ça sera sur facturation. Et ça peut être un bon compromis pour développer et d'avoir quand même des outils cohérents sur tous vos supports, en interne comme en externe, sans avoir pourtant quelqu'un à demeure.
Parce que souvent, vous pouvez prendre des stagiaires aussi. Sauf que les stagiaires, il faut les accompagner. Et si vous n'avez pas le temps de ça, comment vous allez accompagner le stagiaire alors que vous n'avez pas le temps de faire le reste aussi. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai fait un peu le tour. Bon, c'est rapide, hein, mais bon, voilà, ça mériterait d'être creusé encore un peu plus, mais je crois que j'ai fait à peu près le tour, Meryl. Merci Patricia. Alors, on a eu une question sur les pages Google My Business. Est-ce que les commerces itinérants peuvent y être? Alors, peut-être Serge qui a posé la question, vous pourriez préciser votre activité. Enfin, c'est un commerce de quoi? Vous êtes sur quelle région? Et je ne sais pas, du coup, Patricia, si est-ce qu'on peut avoir... Non, mais ça m'intéresse de savoir plus de précision. Mais oui, c'est possible. En fait, ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va récupérer la Google My Business et la créer sur l'adresse, l'adresse du siège, parce que quoi qu'il arrive, vous êtes une entreprise, donc vous avez une adresse officielle. Et ensuite, on l'enverra, on expliquera que c'est itinérant. Et on marquera. Il y a un espace sur la page où on peut expliquer du coup. Exactement. On enlèvera l'adresse pour bien montrer aux gens que c'est pas la peine de venir à cet endroit-là parce que comme vous êtes itinérant, vous n'y serez pas. C'est l'adresse de votre siège, mais elle n'apparaîtra plus. Elle va apparaître pendant même pas 24 heures. Et ensuite, on déclinera, on expliquera où vous êtes. Parce que si vous êtes itinérant, c'est que vous bougez. Si vous bougez, vous avez une zone de chalandise. Et on travaillera sur cette zone de chalandise et non pas l'adresse physique du siège. Donc oui, c'est possible. Merci Patricia. Je vous en prie. C'est vrai que je pense que je ne sais pas quelle entreprise n'a pas déjà entendu oh, j'ai eu du mal à vous trouver, vous n'êtes pas sur Internet. Donc voilà, le Google My Business, c'est vraiment la base. En effet, c'est la première chose à faire, comme vous l'avez bien dit, Patricia, avant les réseaux, avant le site Internet, c'est savoir où vous êtes et ce que vous faites. Ouais, ce qui est très important, c'est de définir l'objectif aussi. Parce que en fonction de l'objectif, ça va déterminer les budgets que vous allez y mettre, le temps que vous allez y passer, et vous saurez après si vous pouvez externaliser ou faire vous-même, etc. Ça, c'est ultra important. Ce que disait Frédéric, la définition de l'objectif, c'est vraiment la base de la base, quoi. Oui, c'est ça. Savoir pourquoi on veut être en ligne, pourquoi on veut se digitaliser et comment le faire. Ça, on peut être accompagné. Ça nous fait un très bon lien d'ailleurs pour laisser la parole à Bernard, qui va peut-être nous en dire un peu plus alors, sur les problématiques vraiment plus particulières du coup des entreprises du bâtiment et puis du coup, quelles sont les solutions d'accompagnement que propose la FFB? Donc, bonjour à tout le monde. Oui, Ready for Digital se pose la question de savoir comment on peut accompagner les entreprises pour qu'elles puissent devenir digitales. Et pour cela, on a une méthode qui nous permet de positionner la question digitale au cœur de la problématique de l'entreprise. Au début, on ne parle absolument pas de numérique. Vous avez eu au début de l'exposé par Frédéric tout un tas de problématiques qui, j'imagine, chacun a pu être confronté à ce type de questions, quel est le bon outil et autres. Ce qui nous semble important au tout début, c'est de revenir à des indicateurs de performance ou des idées d'indicateurs de performance, et ça tourne autour de 4 notions: la compétitivité, la croissance, l'innovation et la rentabilité. C'est-à-dire qu'on ne se digitalise pas pour se digitaliser. La question, c'est comment est-ce qu'on peut se démarquer de la concurrence, comment on peut développer son activité en sachant qu'il existe des outils digitaux et des services connectés. Est-ce qu'il est pertinent de les utiliser? Et comment on peut les utiliser, comment on peut adapter son système d'information, parce que bien évidemment, beaucoup d'entreprises utilisent déjà des outils informatiques, mais est-ce que l'outil informatique par lui-même peut répondre aux exigences de développement de l'activité? Par ailleurs, on sait tous que dans une entreprise, la rentabilité est aussi facteur des dépenses qu'on voudrait éviter. Il y a ce qu'on appelle des tâches sans valeur ajoutée. La ressaisie d'une information. Et Dieu sait si dans des entreprises artisanales, on saisit 1 fois, 2 fois, 3 fois la même information, mais je ne pense pas que le client paye pour avoir cette triple saisie d'informations.
Comment, bien évidemment, on peut améliorer les services parce que associé à la mise en place d'une toiture, à la mise en place d'un système électrique et autres, de plus en plus les métiers se transforment et de plus en plus on peut associer des services qui permettent de résoudre des problèmes auprès de certains particuliers ou certaines entreprises qui sont vos clients. Aussi, pour arriver à cela, on a identifié un certain nombre de facteurs clés de succès. Alors, on a parlé tout à l'heure de gestion de la relation client. Ça tourne beaucoup autour de l'expérience client. Ça tourne beaucoup au niveau du marketing digital dont Patricia a parlé. Dans le BTP particulièrement, la gestion de chantier est un élément fondamental. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est sur le chantier, on n'est pas dans l'entreprise, on a besoin de collaborer à distance pour savoir où en sont les livraisons, où sont les niveaux de stock, déclarer les temps. Et donc, il y a un certain nombre d'outils qui ont fait jour et qui se sont mis en place et qui sont des vrais facteurs de productivité. L'optimisation des temps, bien évidemment, notamment les temps de transport. Et Dieu sait s'il y a des entreprises, par exemple, de travaux publics qui devraient passer un maximum de temps sur le chantier, qui passent beaucoup de temps aussi entre les chantiers. Disponibilité des données de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'une entreprise artisanale ne travaille pas seule. C'est 5-10 corps de métier qui peuvent intervenir sur un même chantier. Comment ces informations peuvent être échangées et quels sont les objectifs de disponibilité des données entre le maître d'œuvre et les différentes parties prenantes de l'entreprise. Enfin, de plus en plus, il existe des outils connectés. Des outils connectés, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de pouvoir rapatrier des informations sans avoir à se déplacer pour pouvoir faire des relevés, entre autres. Tout ça, ça nous amène à sensibiliser les chefs d'entreprise à ce que nous appelons la conduite du changement. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si est-ce que je vais me digitaliser ou pas, c'est que la société se digitalise. La question, c'est comment je le fais. Et pour cela, il y a un acronyme qui est terrible, ça s'appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et notamment, il y a un programme de GPEC numérique, c'est-à-dire comment on fait évoluer les compétences des salariés pour qu'ils puissent mieux appréhender les outils numériques. Et ça, c'est une des briques importantes dans la conduite du changement d'une entreprise qui veut se digitaliser. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont deux actions qui sont mises en place particulièrement dans l'univers du bâtiment. Le premier, ça concerne l'accompagnement à la transformation digitale. C'est un programme qui est piloté par la Fédération française du bâtiment de Nouvelle-Aquitaine et qui consiste, suivant la taille des entreprises, entre 6 et 8 jours d'accompagnement entièrement pris en charge, où il y a à la fois un coaching, une analyse à 360 degrés. 360 degrés, c'est bien évidemment la totalité des problématiques de l'entreprise. La notion d'empreinte digitale, ça consiste à dire voilà la situation aujourd'hui sur 5 axes principaux, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, et voilà la vision dans laquelle je veux être dans 3 ans. Et bien évidemment, le plan d'action, ce qu'on peut appeler une stratégie digitale, c'est tout simplement le passage de la situation actuelle à la vision que l'on peut avoir dans 3 ans. Ces plans d'action sont décidés dans l'entreprise et les actions sont priorisées en fonction des ressources de l'entreprise. Par la suite, comme ça a été indiqué tout à l'heure, une fois que la stratégie est définie, c'est l'entreprise qui décide d'avancer. Et pour donner l'exemple dont parlait Patricia, si l'entreprise décide de renforcer sa politique de communication, avoir plus de présence sur Internet, elle peut très bien se faire accompagner par un expert parce qu'une entreprise a son métier et ne peut pas maîtriser la totalité des savoir-faire requis.
Donc ça, c'est un premier programme de transformation digitale et il existe une deuxième opération pour laquelle Ready for Digital a été sélectionné par France NUM. Alors France NUM, c'est un des bras de France Relance et qui a décidé de sélectionner des prestataires au niveau national pour accompagner des entreprises. Ready for Digital, du fait de notre expérience dans le BTP, a été sélectionné pour accompagner 1250 entreprises. C'est un accompagnement qui est financé en totalité par l'État, et vous voyez le logo de BPI France, et qui consiste à travailler là, pour le coup, en inter-entreprise, par groupe de 8, sur 2 axes. Le premier, c'est la compétitivité à travers communication digitale et réseaux sociaux. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui est en amont par rapport à ce que peut réaliser Patricia ou d'autres intervenants. Donc, vraiment, c'est cette notion de communication digitale et réseaux sociaux qui consiste non seulement à communiquer auprès des clients, des prospects, mais aussi pour travailler sur son réputation, sur son image, parce qu'on sait très bien que beaucoup d'entreprises du BTP n'ont pas des problèmes tant que ça commerciaux, mais plus des problèmes de visibilité et d'attractivité au niveau des jeunes, voire des moins jeunes qui recherchent du travail, qui se posent toujours des questions sur la difficulté de pouvoir travailler dans le BTP, parce qu'il y a souvent une image qui n'est pas exacte et qu'il s'agit de pouvoir redresser, corriger, améliorer, notamment à travers ces outils-là. Le deuxième axe, c'est l'innovation et la rentabilité, avec notamment un sujet fort qui est le suite chantier en mode collaboratif et mobile. Bon, je ne vais pas déployer cet aspect-là, mais je pense que toutes les entreprises qui savent ce que c'est que la gestion de chantier ont été confrontées un jour ou l'autre à ces dysfonctionnements qui sont vraiment facteurs de nette amélioration. Donc ces programmes-là, pour pouvoir en bénéficier, contrairement au programme précédent, il concerne la totalité des entreprises du BTP, qu'elles soient syndiquées ou non. Voilà. Et pour vous donner un exemple, voilà quelques entreprises qu'on a accompagnées. C'est certainement pas exhaustif, mais vous voyez qu'il y a pas mal d'entreprises du BTP. Il n'y a pas que du BTP, parce que je ne savais pas quelle était la cible de ce webinaire, dont notamment, mais bon, c'est un hasard, hein, en haut à gauche, Asselin, qui est, je crois, président de cette noble institution. De la CPME nationale, tout à fait. Exactement. C'est un petit clin d'œil, hein. Vous m'excuserez de ce clin d'œil. Hein, après, Oh non, ne vous excusez pas. On lui fait un clin d'œil à notre président national. Donc, les entreprises qu'on accompagne sont vraiment de toute taille, mais c'est essentiellement des TPE et des PME. On a plutôt vocation à travailler à proximité des entreprises et on a une couverture en Nouvelle-Aquitaine avec 4 consultants pour lesquels on s'est réparti les départements pour justement être proche des entreprises et des fédérations. Super, merci. Question ? Mais alors là, il n'y a pas de questions tout de suite dans le chat ou dans les questions. Soit on n'a rien compris, soit j'ai été très clair. Soit vous avez été super clair, c'est ça. Ouais. Et je vois qu'il y a un commentaire, une GPEC bien pensée, c'est un changement réussi, absolument. Alors c'est vrai que quand on parle de GPEC, ça fait RH, ça fait administration, ça fait tout ce qu'on veut. En fait, la réalité, c'est pas ça. Hein. La réalité, c'est comment élever au maximum les compétences des salariés, parce que ça coûte moins cher que d'aller recruter quelqu'un à l'extérieur et de le former en totalité à la culture et au métier de l'entreprise. Très bien. Du coup, ça va faire le lien avec notre dernier intervenant, donc Stéphane. Tu vas peut-être pouvoir nous parler un petit peu plus de toi, ton expérience en tant que chef d'entreprise dans une agence de maîtrise d'œuvre en bâtiment, et puis en tant que président CPME Dordogne, les chefs d'entreprise que tu rencontres, qui sont artisans, et plus particulièrement dans le bâtiment, est-ce que les problématiques qu'on a soulevées aujourd'hui, on les rencontre au quotidien? Que tu nous donnes un peu un retour. Et bonjour à tous, merci beaucoup. Oui, alors moi je suis... c'est un web très intéressant et je suis complètement d'accord avec les 3 premiers intervenants sur effectivement
cette évolution numérique, que ce soit dans la communication ou dans les outils. Et donc, moi, je souhaitais surtout aujourd'hui partager ma propre expérience dans mon agence de maîtrise d'œuvre, avec nous un passage il y a quelques années au BIM, qui est en fait rapidement la maquette numérique, qui nous a permis de passer d'une planche à dessin 2D, où en fait on représentait un trait, et de pouvoir réaliser des maquettes 3D, et avec cette évolution aussi de pouvoir intégrer l'ensemble par exemple, un mur qui va être réalisé par une usine, pouvoir l'intégrer directement dans la maquette et pouvoir construire sa maquette avec ce mur. Il en va de même pour la cuisine, pour le système de chauffage, pour les menuiseries. Voilà. Donc là, ça a permis de réduire, alors de gagner du temps pour la conception du projet, de réduire le nombre des erreurs qui pouvaient être faites. Parce que quand vous prenez le modèle, que vous l'intégrez dans votre projet, il passe ou il ne passe pas. S'il ne passe pas, ce n'est pas la peine de le forcer. On sait très bien que dans la réalité, il ne passera pas. Donc, ça nous a permis de nous rapprocher justement de la réalité tout en restant derrière son ordinateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de construire le mur en bois ou de bâtir le parpaing, mais on sait très bien à un moment donné que la fenêtre, elle va passer sous telle et telle condition, par exemple. Voilà. Donc, la méthode de travail du BIM s'appuie sur la représentation virtuelle qui définit en fait un processus global de structuration et de production en associant l'ensemble des acteurs qui vont participer au projet. Alors, au-delà de l'aspect collaboratif, le BIM vient optimiser les temps de production et de construction du bâtiment, parfois même diminuer les temps de conception. Il offre également la possibilité d'optimiser tout ce qui touche aux quantités matériaux nécessaires au projet. Donc là, ça m'a permis, grâce à ça, de pouvoir dire et de donner des mètres carrés précis aux entreprises avec une marge d'erreur proche du zéro. Voilà. Voilà pour l'aspect en fait BIM, en tout cas du projet. L'autre outil qui aussi, par ma propre expérience, m'a permis de gagner du temps, c'est la tablette numérique, qui a permis également, avec un logiciel de suivi de chantier, de pouvoir, par rapport à ce que disait M. Fournier tout à l'heure, de ne pas devoir répéter le rapport de chantier 2 voire 3 fois. Le rapport se génère automatiquement sur le chantier lors de la visite et est envoyé à la fin de la visite de chantier directement par mail et au maître d'ouvrage et à l'ensemble des entreprises intervenantes sur le projet. Donc, on évite en fait de récupérer un dossier, de devoir le retaper en rentrant au bureau le soir pour l'envoyer. Avec, une fois de plus, on réduit la marge d'erreur puisque ce rapport part directement depuis le chantier avec les photos qui ont été prises de ce qui pouvait aller, de ce qui pouvait ne pas aller. Voilà aussi l'outil, un outil principal aussi par rapport à notre activité et qui peut être, je pense, lié à beaucoup d'activités, notamment dans le bâtiment. Et ensuite, pour le choix de ces outils, comment ça a été fait? Il y a eu un accompagnement avec un prestataire il y a eu au départ, il y a eu en fait une prise de conscience par rapport à justement la région qui avait proposé en fait un accompagnement sur le numérique. Et donc on a eu un intervenant moi j'ai eu un intervenant qui est venu me voir, on a fait un peu un bilan des outils que je pouvais avoir besoin. Cette recherche s'est faite avec cette personne et on a adapté en fait le logiciel par rapport aux outils que je connaissais, que je maîtrisais. C'est pas ma première activité d'être derrière l'ordinateur. Et ensuite on les a adaptés. Alors on a favorisé en fait les outils qui permettaient d'avoir des formations en ligne, qui étaient fournis justement avec une présentation vidéo au plus simple. Et en fait, ce sont des outils qui rapidement on arrive à s'y approprier, à s'en servir. Souvent, si je puis me permettre, souvent la question, c'est exactement ce que vient de dire M. Cortada. Il faut définir le besoin. Il faut se poser la bonne question du besoin, parce que le nombre d'outils qui existent de nos jours est simplement extraordinaire. La question, c'est qu'il faut avoir l'usage. Si les gens achètent des tablettes pour acheter des tablettes, ça ne sert à rien. La tablette n'est qu'un support. Il faut s'assurer que le logiciel puisse communiquer avec l'outil de gestion. Parce que si on a un outil de gestion de chantier
qui permet de faire la communication entre le chantier et le siège, tout va bien. Mais après, est-ce que les mêmes données ont besoin d'être ressaisies ou sont directement interfacées avec l'outil de gestion de l'entreprise? Et autre aspect non des moindres, c'est que ça peut, une erreur de choix, donc une erreur de définition de besoin peut avoir une forte incidence financière. On l'a vu ailleurs et c'est pas anodin, d'autant plus dans une TPE. Donc il y a vraiment une notion de stratégie, hein, je reviens là-dessus, comme disait Patricia tout à l'heure, la notion de stratégie par rapport au numérique, qui n'est qu'un outil, est extrêmement importante, d'où la nécessité de se faire accompagner. Ça, c'est clair. Après, juste pour terminer, en tout cas, ce qui me concerne l'intervention, c'est l'évolution que ça peut amener. Donc aujourd'hui, moi, dans mon métier, je peux faire un permis de construire n'importe où en France, grâce au numérique. Voilà, on peut faire via les outils un relevé altimétrique du terrain que le client se propose d'acheter pour faire un permis de construire, pour construire sa maison. On va avoir, grâce à la maquette numérique, l'ensoleillement du terrain, pouvoir travailler sur le bilan énergétique de la construction en fonction de la région. Voilà un premier outil, enfin pas des moindres, notamment dans la création de e-commerce, où on peut facilement communiquer là-dessus. Et après, pour tout ce qui est en fait organisation et gestion de chantier, alors quelque chose qui peut des fois faire bondir parce qu'on le dit mal, mais c'est de pouvoir filmer H24 le chantier sur le projet sur lequel vous êtes et avec tous les intervenants sur le chantier. Alors au départ, ça choque un peu parce que c'est du contrôle, il va nous fliquer sur le chantier, et en fait pas du tout. On y a amené une forme de qualité parce que les protagonistes, en étant filmés, il ne se passe plus ce qui pouvait se passer autrefois sur le chantier. On sait à telle heure, les personnes sont sur le chantier, réalisent le projet, et on peut avoir un suivi du projet grâce à ces films vidéo. Également une succession de photos qui peuvent se faire. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent vraiment permettre d'évoluer au niveau de l'entreprise aujourd'hui. Voilà pour ma partie. Et puis, du coup, ça fait vraiment le lien avec ce qu'expliquait Patricia tout à l'heure. Donc là, c'est plutôt des films ou des vidéos dans le sens on contrôle, on peut suivre, on voit s'il y a un problème, on le voit en temps réel, mais ça peut être aussi utiliser tous ces supports visuels pour après communiquer, faire de l'avant-après, faire des petites vidéos en accéléré. Voilà, on est parti de là, on arrive à ça. Et ça, c'est hyper précieux pour tout ce qui est communication digitale. Oui, sur le sujet du BIM qui est très, très transverse aussi, en fait, il y a une problématique que rencontrent les TPE-PME parce qu'aujourd'hui, elles ont cette difficulté de s'approprier le concept du BIM et tout ce que ça suppose. Ceci étant, elles y viendront parce que ça a un atout, notamment sur la maîtrise des coûts de chantier. Ça a un autre atout, c'est sur la commercialisation d'une offre, puisque on peut aller de la conception à la présentation de l'offre quasiment d'un seul tenant. Donc ça valorise l'investissement dans le BIM et la difficulté qu'on rencontre, mais ça c'est pas que dans les entreprises du BTP, c'est pour tous les secteurs d'activité, c'est cette particularité qu'on a en France où on a plus d'un quart de la population qui est en difficulté face à l'usage des outils numériques. Donc il faut accompagner les collaborateurs, ça c'est important, il y a des dispositifs qui se mettent progressivement en place. Ça valorise le collaborateur, ça a aussi le don de favoriser ses compétences, de le garder, d'avoir un certain nombre d'atouts en termes RH, et je dirais que ça valorise aussi la compétence à titre personnel. Ça, c'est vrai que c'est un aspect à bien prendre en compte, à ne pas sous-estimer pour n'importe quelle entreprise, au final, quand on fait sa transition numérique. Poser la question aux collaborateurs aussi, quels outils ils savent utiliser, quels outils ils sont prêts à utiliser, les amener aussi petit à petit vers le changement. Voilà, on parlait du CRM au début de présentation, donc voilà, outil de gestion de la relation client. Quand on a des collaborateurs qui ont l'habitude depuis 10 ans d'envoyer des mails individuels, de passer par Outlook, la prise en main du CRM, elle prend un petit peu de temps. Parfois, il faut modifier les habitudes et on sait que les habitudes, elles sont dures à modifier parfois. Donc, c'est très important, je pense, de bien le prévoir aussi en amont et de communiquer avec son équipe quand on veut mettre en place des nouveaux outils.
Le périmètre d'une CRM est relativement limité. Si on prend l'exemple du PGI, logiciel de gestion intégré, hein, ce qu'on appelle trivialement ERP, le périmètre est beaucoup plus large. Et là, en général, il faut passer par une activation des différentes fonctionnalités progressives. C'est la méthode des petits pas. De toute façon, vous ne ferez pas une transformation digitale ou transformation numérique d'un seul tenant. Donc, il faut faire des petites choses avec, quand même, je le rappelle, là, c'est important, un socle technique de base, tout ce qui est infrastructure réseau, accès à Internet, équipement numérique, impression, calcul, etc. Tout ça doit être cohérent, doit être solide, parce que sans ça, derrière, vous allez avoir des problèmes, vous allez rencontrer des difficultés, et du coup, ça va représenter des points difficiles, des points de difficulté. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Frédéric, ça sous-entend, alors ça peut sembler évident pour les petites entreprises, mais ça sous-entend d'être agile. Alors souvent, les petites entreprises sont souples, et l'agilité entraîne une notion de pas à pas. On capitalise sur ce qui a déjà été et on s'adapte au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise. Et il n'y a rien de tel pour embarquer les collaborateurs. Donc, plus on est agile, plus on avance doucement, pas à pas, au rythme de l'entreprise, en se donnant une vision à 2-3 ans, plus on a une chance de réussir sa transformation digitale. Généralement, il faut compter 3 ans pour une entreprise qui vraiment, je ne vais pas dire à la rue, mais enfin qui ne s'est pas posé la question. Il faut compter 3 ans. Mais il ne faut pas que ça fasse peur parce que ça passe très très vite. Et souvent, les éléments les plus significatifs, ils sont finalement réalisés très très rapidement. Stéphane Cordada parlait de BIM tout à l'heure. C'est vrai que c'est un sujet, les entreprises que je croise, qui souvent disent oh, BIM, vous ne m'en parlez pas, c'est compliqué, c'est pour les grands groupes et autres. On le sait, c'est inéluctable. Pourquoi? Parce que ça fait gagner du temps, de l'argent, de la précision. Il n'y a que des éléments positifs. Par contre, c'est vrai que la pilule est un peu grosse à avaler au début. Et à ce moment-là, il faut peut-être commencer en fonction de la problématique de l'entreprise, ce qu'elle a à résoudre. Est-ce que c'est de la visibilité pour recruter des nouveaux collaborateurs? Est-ce que c'est de l'efficacité au niveau des chantiers? Est-ce que c'est le coût des engins qui est trop important? Et on se pose la question de savoir comment on peut savoir si les engins sont correctement utilisés. Et maintenant, avec le digital, il y a des solutions qui font que quelqu'un qui a des engins de chantier, mais il peut savoir précisément la consommation, si les gens sont en éco-conduite ou pas, en fait, tout ce genre de choses. Tout ça, ça remonte. Alors, bien évidemment, certains salariés peuvent penser que c'est du flicage et tout ce qu'on veut. La réalité, c'est que si le chef d'entreprise ne met pas en place un certain nombre d'outils pour piloter l'entreprise de façon partagée avec ses collaborateurs, mais il va perdre en compétitivité, il va perdre les marchés, et au bout de quelques années, est-ce qu'il existera? Ça, c'est la question. Or, on a tous intérêt à ce que le tissu des PME continue de vivre. Il y a un exemple très concret sur le BIM qui est une vraie réussite, c'est l'exemple de la DCNS avec les dernières versions de sous-marins d'attaque et lanceurs d'engins. Ils ont utilisé le BIM pour développer ce qu'on appelle le jumeau numérique. Et comme le disait M. Cortana tout à l'heure, ça permet de visualiser très précisément tel élément, telle composante. Une vanne, par exemple, son positionnement, sa hauteur, de voir, par exemple, la circulation des sous-mariniers dans le sous-marin. Le résultat, en fait, c'est des temps de conception réduits, donc des gains de coûts énormes, et une réactivité par rapport à la production. Et c'est ce que je recherche la plupart des entreprises, quel que soit le secteur. Avoir des gains de coûts, de la réactivité pour pouvoir être agile sur son marché. L'expression d'agilité, c'est pas que de l'agilité par rapport à la production ou ses collaborateurs, c'est pouvoir réagir aisément et de la façon la plus pertinente possible par rapport à des situations de marché comme on le subit actuellement, où on a des directions à 180 à tout bout de champ.
En fait, on en revient un peu aussi à ce qu'on disait au tout début. Voilà, bien qualifier déjà le besoin dans un premier temps. Et comme l'a dit Bernard, pas forcément en termes d'outils techniques au tout début, mais qu'est-ce que je veux optimiser dans mon entreprise, combien je suis prêt à mettre en termes de budget, combien de temps j'ai devant moi. Ça, c'est vraiment les premières questions à se poser, quoi. Tout à fait. Et il y a une entreprise qu'on accompagne, sa question initiale, c'était les stocks. Apprenez-moi à mieux gérer les stocks. J'ai des milliers de références. Est-ce qu'il faut que je mette une touchette pour scanner les trucs, les machins et autres? Et il a fait son petit calcul. Il dit, il faut que j'engage une personne à temps complet pour pouvoir suivre mes stocks. Et là, je sais que ce serait bon. Ça veut dire que ton stock, au-delà du coût financier, ça coûte au minimum 30 000 euros par an, si ce n'est plus. La question que nous avons eue, c'est de dire, on stocke ta question ici et on va reprendre tout à zéro. On s'est vraiment posé à plat toutes les problématiques d'entreprise. Et il s'est dit, mais finalement, le stock, après le diagnostic, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est comment j'améliore mon parcours client, la fidélisation des clients, comment je peux leur vendre des services additionnels et comment je peux les rendre, entre guillemets, dépendants parce que je vais leur coller un contrat de SAV, je vais pouvoir mieux appréhender à travers les réseaux sociaux et autres des informations qui iraient au-delà de Google My Business. On donne 3 avis. Et en plus, chez l'entreprise, il a horreur des avis. Les étoiles, tout ça, c'est pas, je sais pas s'il a été trop dans un restaurant ou pas, mais bon, visiblement, c'était pas son truc. Mais voilà. La satisfaction des clients, c'est pas uniquement des étoiles, c'est aussi le dialogue tel qu'on peut l'avoir sur le marché en achetant des tomates. Et la réalité, c'est que la digitalisation, c'est exactement comme sur le marché ou comme l'artisan d'autrefois, sauf que on industrialise la data. C'est-à-dire qu'on récupère des informations et on peut modéliser les choses. Et ça permet d'être plus efficace pour l'avenir. Et alors moi j'ai une question, du coup, c'est vrai qu'il y a peu de questions, hein, n'hésitez pas à en poser, hein, mais bon, du coup, moi j'ai des questions en vous écoutant. Par rapport au BIM, est-ce qu'il y a différentes tailles de BIM pour différentes tailles d'entreprises ou le BIM c'est un seul logiciel? Voilà, moi je n'y connais pas du tout en BIM. Comment ça se passe? On est un tout petit artisan Je peux en parler un petit peu puisque la fédération Sinov est très impliquée sur le BIM et pour cause. On a Sinov Ingénierie qui porte le sujet avec Sinov Numérique. En fait, c'est un concept, le BIM. Et après, vous pouvez avoir différentes implémentations dans différents outils numériques pour pouvoir notamment faire l'importation de plans, de modèles en 2D, voire 3D, et avoir des éléments tarifaires de coûts et autres pour pouvoir établir, par exemple, un contrat de maintenance sur un bâtiment. Oui. C'est comme un CRM, en fait. C'est une appellation, le BIM, mais il peut y en avoir de toutes sortes et pour toute taille d'entreprise. C'est vraiment une notion de concept et d'interopérabilité entre différents acteurs dans un domaine qui est très large. Et ça ne s'applique pas forcément qu'au bâtiment, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, ça pouvait s'appliquer aussi à l'industrie. Donc il y a vraiment une notion de concept à appréhender qui n'est pas forcément très très compliquée. Et puis ensuite, après, par rapport à ses propres outils que l'on utilise, il ne faut pas se précipiter. Il faut réfléchir et certains vont évoluer au fil du temps pour pouvoir intégrer ces notions de BIM, pour pouvoir avoir de l'import et de l'export de données, par exemple, pour qu'un plombier puisse, par exemple, réaliser des chantiers pour un grand donneur d'ordre, etc. Donc, il y a énormément de choses qui se mettent progressivement en place. On est au tout début du BIM, il ne faut pas l'oublier. Faut du temps pour que, d'une part, on s'imprègne de ces concepts-là, qu'ensuite les technologies évoluent. Vous avez certainement entendu parler d'informatique quantique. Les médias en parlent en tout cas. On est qu'au début, vraiment au tout début de. Vous allez leur faire peur. Si le quantique débarque, ils vont tous. On est à 57 personnes, on va se retrouver à 10. Donc, le temps. Mais c'est vraiment, on est vraiment tout au début du sujet. Ouais, absolument, je partage. Ouais. Il y a des informations à suivre, il y a faire de la veille, et le chef d'entreprise
doit pouvoir anticiper justement sur les évolutions de son écosystème, hein, doit pouvoir s'informer là-dessus et sur les autres sujets. Ouais. Mais par rapport au BIM, c'est ce que Frédéric disait, c'est l'interopérabilité. C'est ça qui est très important à comprendre. C'est-à-dire, c'est plusieurs systèmes qui sont capables de discuter ensemble sur un standard. Et donc, ça permet d'avoir des outils qui sont soit les outils franco-français d'une PME du Sud-Ouest qui est spécialisée dans le BIM depuis 20 ans et en avant, comme on peut utiliser des outils issus d'une multinationale. Ça dépend de son budget, de son point de vue et de ses besoins informatiques. La réalité, c'est que ça fait partie des choses qui sont relativement inéluctables pour les gens qui travaillent dans le bâtiment, notamment au niveau du neuf. Et encore qu'il y a des outils BIM pour la rénovation maintenant. Ok, merci. Et puis, autre sujet qu'on oublie allègrement, c'est le carnet numérique du logement. Pour avoir travaillé sur ce sujet-là dans d'autres instances, les TPE-PME vont être confrontés à ça. Donc, il faut regarder un petit peu comment ça se gère, comment ça se traite, et pour pouvoir anticiper. Et les sujets couvrent, mais vraiment, sont multiples. Vendredi dernier, à la FEB Nouvelle-Aquitaine, il y avait une journée d'innovation. Et pour vous donner un exemple, moi, je suis très sensible à la sécurité. Et dans le bâtiment, Dieu sait si c'est un sujet important. Mais il y a une boîte qui a mis en place un outil basé sur un savoir-faire juridique, donc il y a des avocats derrière, pour pouvoir assurer toutes les déclarations obligatoires relatives à la sécurité. Et ça fonctionne sur un téléphone portable et ça permet de pouvoir suivre en prévention, voire même en analyse quand il y a un accident ou un presque accident, voire un incident. Mais leur outil est tout nouveau, moi je l'ai trouvé remarquable. Et ça fait partie de la digitalisation. Pourquoi? Parce que ça rentre dans les obligations du chef d'entreprise d'être conforme à la sécurité. Or, il ne peut pas être sur tous les chantiers à la fois. Et comment fait-il pour pouvoir récupérer les informations le plus possible en temps réel sur ne serait-ce que la signature du document, comme quoi l'intérimaire qui vient de débarquer ce matin à 8 heures puisse être formé et que lui-même puisse avoir validé que la formation avait été bien comprise, de telle façon qu'il puisse intervenir sur le chantier. Et ça, c'est des choses auxquelles on pense pas quand on fait de la digitalisation, parce qu'on pense à Internet. Alors qu'en réalité, le chef d'entreprise, son premier souci, c'est peut-être l'accidentologie et que l'intérimaire qui va débarquer dans la boîte, c'est un vrai sujet parce que demain matin, il y en a 18 qui vont débarquer et qui ne les connaissent pas, voire même ça va-t-il parler français. Et c'est ça qui est très important. C'est, à mon sens, c'est se poser les bonnes questions. Et après, on va essayer de trouver comment on peut accompagner les gens vis-à-vis de résoudre leurs problèmes. Et résoudre le problème, c'est pas... j'aime bien l'anecdote du garage. J'ai mon voisin, il a un garage dans lequel il peut mettre 3 voitures. Je vais faire un garage pour mettre 3 voitures. Le seul petit problème, c'est que ma femme m'a arrêté, m'a dit, mais pourquoi tu vas faire un garage avec 3 voitures? Puisque tu roules à vélo et qu'on a un scooter. Et c'est ça. C'est exactement ça. Pourquoi faire comme les autres? Il faut adapter. Et l'avantage du digital, c'est qu'on peut s'adapter très facilement. Eh ben, c'est un bon mot de la fin, je pense. Il est 15h15. Si l'un d'entre vous veut encore rajouter un dernier conseil ou voilà quelque chose, mais sinon, on va clôturer ici, je pense, ce webinaire. On a fait le tour. Ouais. Bon. Eh ben, merci à tous, en tout cas, pour vos témoignages, pour votre expérience. Un public assez silencieux aujourd'hui. Je suis un petit peu déçue. J'aime bien quand vous posez des questions d'habitude, donc j'espère que vous serez plus réactifs pour les prochains. Mais c'est aussi parfois que c'est très clair et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de questions. Donc, vous retrouverez le replay donc directement dans votre boîte mail, également sur le YouTube de la CPME Gironde. Et le diaporama qu'on a passé sera envoyé à tous les participants. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Et je vous remercie encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous d'être là. Au revoir. Au revoir.